Alors bonjour, nous allons recommencer un nouveau chapitre où cette fois nous allons parler non plus de l'immunité innée présente chez la plupart de tous les êtres vivants pluricellulaires, mais de l'immunité adaptative qui elle n'est présente que chez les animaux vertébrés. On verra plus tard. Pour commencer, revoyons un petit peu ce qui s'est passé dans l'étape précédente. Nous avons parlé des cellules sentinelles, ici représentées, qui vont être capables de reconnaître des éléments qui ont pénétré à l'intérieur de notre organisme. Donc ces éléments étrangers vont permettre dans un premier temps la libération de médiateurs chimiques, les interleukines, qui vont transmettre des messages à d'autres cellules pour activer la phagocytose et éliminer le plus vite possible les éléments étrangers. Dans un deuxième temps, ces cellules sentinelles, et notamment les cellules dendritiques, vont jouer un rôle de cellules présentatrices de l'antigène. Elles vont garder quelques peptides de ces éléments étrangers qu'elles ont digérés, et elles vont les placer à leur surface sur une molécule appelée CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. Et ces cellules dendritiques ont la capacité de migrer à travers les ganglions, les tissus et les vaisseaux lymphatiques, de migrer vers des ganglions pour aller rejoindre une zone où il y a de très nombreux lymphocytes, et ces lymphocytes vont pouvoir être activés. Et c'est cette étape en fait qui constitue l'immunité adaptative, c'est-à-dire la partie où les lymphocytes vont entrer en jeu. Alors pour essayer d'éclairer un peu votre lanterne, il existe des vaisseaux sanguins que vous connaissez, vous avez toujours étudié, qui vont diffuser les nutriments et le dioxygène à tous les organes selon un circuit fermé dont le moteur principal est le cœur. Mais en parallèle de ces circuits véhiculant le sang, on va trouver des vaisseaux lymphatiques. Donc ce sont des petits vaisseaux qui, eux, ce n'est pas tout à fait un circuit fermé, où il va y avoir des zones avec des ganglions et des organes, on parle d'organes primaires lymphoïdes, tels que le thymus et la moelle osseuse, où sont produits justement ces cellules immunitaires. Et puis il y a tout un tas de vaisseaux, comme on peut le voir ici, et d'autres organes parallèles avec les amygdales, les ganglions qu'on connaît, qui gonflent en général quand on est malade. Et donc il y a de temps en temps des liens, des ponts qui vont se faire entre la circulation sanguine et la circulation lymphatique, qui va permettre un échange de ces produits du système immunitaire avec la circulation sanguine, de sorte à pouvoir diffuser partout dans le corps. Donc le système immunitaire n'est pas un organe, il y a plusieurs organes qui permettent de fabriquer des cellules immunitaires, et après l'ensemble de toutes ces cellules vont diffuser partout dans l'organisme. Alors, lorsque on va avoir nos cellules présentatrices d'antigènes qui vont migrer dans les vaisseaux lymphatiques et aller au niveau des ganglions, par exemple, où on a un grand nombre de lymphocytes, eh bien, il va y avoir ensuite une réaction qu'on va voir. En général, la réaction inflammatoire suffit. Mais il peut arriver que face à certains agents pathogènes, eh bien, le système inflammatoire n'arrive pas à les combattre. C'est le cas notamment des virus. Donc là, c'est l'exemple du virus de la grippe appelé influenza. Ce virus de la grippe est constitué comme la plupart des virus, ils sont à peu près tous constitués comme ça. Ils possèdent une capside entourée d'une enveloppe lipidique et ils possèdent à l'intérieur le génome qui va leur permettre de se reproduire. Très souvent, ce génome est à base d'ARN et il y a quelques molécules protéiques à l'intérieur de cette capside. À la surface, il existe des molécules également qui, elles, vont vont avoir un rôle de fixation et de reconnaissance d'une cellule hôte. Et ces molécules-là vont être considérées comme des éléments étrangers. Ce sont ces molécules, hémagglutinine et neuraminidase, qui vont être ici reconnues par les cellules de l'immunité comme des éléments étrangers pour être éliminés. Et ce sont également ces molécules-là qui vont permettre au virus d'établir son cycle. Alors comment ça marche un virus? D'où le problème de l'élimination par seulement la réaction inflammatoire. C'est que dans les faits, le virus va s'accrocher grâce à ces petites molécules qu'on a vues tout à l'heure à la surface de nos cellules.
sur des protéines, sur des protéines réceptrices qui accrochent les éléments. Et en se fixant sur nos cellules, ils vont ensuite fusionner leurs capsides pour pouvoir libérer leur matériel à l'intérieur de notre cellule. Donc ils vont intégrer dans nos cellules l'ADN ou l'ARN en l'occurrence et un certain nombre de protéines qu'ils possèdent. Leur génome va alors s'intégrer dans notre propre génome et il va ensuite produire à nouveau des virus. Il va donc se servir de notre matériel de transcription et de traduction qu'on a étudié pour fabriquer de nouveaux virus et se multiplier. Du coup, durant toute la phase où il est à l'intérieur de nos cellules, eh bien, les cellules immunitaires de la réaction innée, de la réaction inflammatoire, ne le voient pas. Et donc, il a la possibilité de se multiplier très très vite. Et donc, très souvent, les cellules de la réaction immunitaire sont débordées. Il va alors y avoir un engorgement, le virus va augmenter et là, les cellules immunitaires sentinelles ne suffisent pas, la phagocytose ne suffit pas, il va falloir un autre mécanisme plus efficace pour lutter contre ces virus. C'est également le cas de cellules qui pourraient devenir anormales et qui devraient être éliminées. Donc l'objectif de notre chapitre va être le suivant, ça va être d'expliquer comment vont réagir les lymphocytes lorsque la réaction inflammatoire n'a pas suffi, comme dans le cas d'une infection virale par exemple.